Very good. This was already the technical break. The record is starting again, and so we can start with you, Gabriela. And I've seen you have been already in the rounds, and maybe you have heard some parts of what your colleagues have said. And I like to introduce you. You are an expert on trade and migration law. Also the president of the association Save My Identity. And today we have you invited in this with this double head, and maybe we start with your competence on questions of financial flow and maybe recuperation of some of these assets. But the floor is yours to explain us a little bit more about that. Thank you for being here. Well, thank you very much, Vera and Rudy, for letting me participate in your Crypt Marathon 24 hours, same world, especially in this globalization and social movement session. Yes, I am a Venezuelan lawyer, specialized, yes, in the international trade law. But little by little, in these past 25 years, the human movement made me change a bit my academic path and my professional path within the UN specialized agencies. And I moved towards the international humanitarian law and human rights law. Why? Because Venezuelans went from 300,000 persons in 2000 abroad to 8 million persons abroad. And this was the major reason. And yes, I co-founded Save My Identity, which is a not-for-profit association in Zurich, Switzerland, with different chapters in Europe and in Latin America. The association is run by migrants and refugees, or originally from Venezuela. Nowadays, we might have double nationals. We advocate for the states to grant a legal identity and a proof of identity to every single person that is in their territory, no matter the category where these persons might have fallen. This means undocumented migrants, migrants who are not in a regular situation, as the Global Compact on Migration explains it, stateless persons, displaced persons, asylum seekers, no matter what category they might have fallen, they should have all an identity. We provide online assistance to migrants and refugees having problems to renew their Venezuelan passport, and we create also awareness in hosting countries about the impossibility of many to renew this document, either because it is outrageously expensive, it costs more than $300, and when the consulate is not within the country, it might even cost $1,000. Or if there is bribery in between, they might cost even $3,000. So it depends. And also because the services is not provided in every single hosting countries, because Venezuela has no diplomatic relations with every country in the world, and consular services are not provided actually. And we have an additional problem, which is that refugees and asylum seekers, which are the majority of the 8 million people abroad, cannot go to Venezuelan territory when they are granted a protection abroad. So this is a problem to renew this type of documents. And there is we have an initiative which is called Blockchain for Human Rights, where we partner with stateless-led organizations in Europe and in Asia with Rohingya communities, and we promote the responsible and inclusive use of blockchain and digital identity for us to comply with the Sustainable Development Goals 16.9, which the core message is
to leave no one behind. Everybody deserves to have an identity and be registered in a civil registry to become a person before the law. And the thing is that we have 1 billion people out there without identity. So that's why we exist. Do you have I think this example of Venezuela brings us to this situation of the relation in between one nation who has a special dictatorial situation and the world. This relation in the moment is not clear, and I think you bring this in visibility. Yeah? Yes. Why in year 2000 we had only 300,000 persons abroad? I mean, Venezuela was not a country of emigration, was a country of immigration. All Latin Americans were going to that country to spend 5 years there with a residence and then obtain the Venezuelan passport, because it was very useful. Still today, because it doesn't require a visa to come to Europe. That's strange, yes. And the other situation is that the complex humanitarian crisis started in the country since many years, because we went through a democratic system in year 2000 towards an authoritarianism, and then we ended up in a sort of pseudo dictatorship, where we made elections in July, on the 28th of July. The elections were won by the opposition party members with 70% of the votes, but still the regime says that they will just keep there, stay there for a longer period, although they didn't show results that are proving that they won. So this is why we have 8 million Venezuelans right now abroad, right? Yeah. And I think what is interesting, and this is maybe for me at least important, is that when you speak about identity, then it's for you in the same time identity card, and the short is my identity as this physical object which gives access or not. And on the panel on tourism, we have seen how many countries with one passport you can visit, and with a French passport it's 160, and with Afghan passport it's 5 countries. But it's the opener of a door, and for you the identity is not the identity in the sense of roots, but it's in the sense of access to global resources. It's right. We are not talking about cultural identity or what we might think about identity globally. We are just focused in legal identity, which is the one that once you have a legal identity and you are recognized as a person before the law, you are provided a proof of identity, and this proof of identity allows you to have, of course, a physical or nowadays digital ID. If you show this digital ID, this would be the key for you to access basic human rights. This is the major thing. You know, you don't get healthcare, you don't get financial services, you don't get accommodation, you don't get any of them. You don't get a proper work if you don't have this proof of identity. And this is a major issue. For example, here in Zurich, we have more or less 30,000 persons that the state knows that are working here illegally, but they are undocumented migrants. And what they decided is, they said, okay, they cannot pay taxes, they cannot access social services, they cannot access social aid. So what they will do is that they will provide them with an identity
that the police, nobody can see that this is an undocumented migrant. They are supposed to integrate them within the rest of the community, within their regular residents, whatever they want to call it. And they want them to access finally, after 20 years, services and basic human rights. And I found this very interesting because we have 1 billion people in the world, not Venezuelans, 1 billion people in the world without any proof of identity, without any legal identity, without any recognition of existence. This is absurd. And you see the Sustainable Development Goals and all those international conventions and covenants on civil and political rights that say that everybody has the right to be registered at birth, and that everybody has the right to have a nationality, that everybody has the right to have an identification, and everybody has the right to enjoy human rights. But this is not happening. So is this something who we can think it's a goal for the UNO? They have to give these papers? Well, that's a proposal. I mean, the proposal that was presented at the UNHCR and at the International Organization for Migration was, okay, look, if this is impossible, that Syrians, Eritreans, Ethiopians, Venezuelans, Nicaraguans, Belarusians, opposition party members, or simply people who are against dictatorships, are granted a document, why don't you, who have already the list of refugees or the list of migrants, why don't you provide an Nansen pass or a type of document or a laissez-passer, whatever you want to call it, this paper or this digital identity, but just try to comply with your duty to also support human beings. I know the UN is the stakeholders of the UN are the states. The identity is the monopoly of the states. Of course, they would say, no, this is a breach of sovereignty, and you cannot do that. In the meantime, we have 1 billion people who are invisible to the world. And 1 billion. We know that countries like France in the Vichy time had a big migration also. So each country can come in this kind of situation. Yes. I'm sure in the moment there are many companies who give 4 years holiday for Americans. So you have in each country the possibility that you have to leave because of a political situation. What you're saying is very important because people don't see it like that. People see, just those guys from the South. No way. We are members, of this. We created this initiative called the Blockchain for Human Rights, where Apatriot Network, which reunites 700,000 Europeans, stateless Europeans, has created this Apatriot Network to create awareness about this problem within Europe. And they say nobody knows about this. They showed me those passports. The passport of Lithuania, Litauen. They granted to this stateless person a passport after the URSS broke out, etc., and it says non-citizen, a non-citizen passport. I mean, this. It makes me. It itches me when I hear non-citizen. It's so outrageous. So there is no dignity there, and I cannot believe this thing is happening within Europe. You know, la cuna de los derechos humanos. Well, this is
unbelievable. I have just a question because you had this wonderful conference with different actors from the human rights. So for the Global Human Rights Campus in Venice, for example, and different lawyers. And also refugees and you have and there was also this question: the right to be registered can also be a problem because if you and as a German I know what this means. You have an identity maybe you don't want to identify with. So for me, the question was also save my identities, the right to have multiple identities, and maybe a kind of, and interestingly for Olympia, it was possible, neutral athletes. So they created a category of non-national identity, but still which is connected to rights. And I think this will be interesting. Also, we will discuss this later with Clémence Bouchard on Prison Insiders question. So can we also integrate a free choice of identity or a planetarian identity card to be citizen of the world? Definitely. If you know, the only way you can access human rights so far is having this official or recognizable identity. If countries, now that, for example, Europe has accepted to have wallets and digital identities, if the countries decide to recognize, for example, decentralized verifiable credentials, this would be the great thing, because you can be verified the first time by whomever, this third certification party. But then they can create you verifiable credentials where you don't have to share. I mean, you share what you want with third parties. If a third party needs today to know that you are 18 years old to buy a beer, then you can provide him with a QR code or whatever the technology would be, for him to access this verifiable credential that is granting him only access to your age, not to your name and place of residence and nationality and this and this and all those 1,000 things that you give away every time you share your passport. So I find this is very intelligent. And the future would be to use decentralized verifiable credential. The other reason why we thought about blockchain and about decentralized identity was thinking of dictatorships. In your country, there might be no dictatorship right now, but you know, this is all a cycle. It's coming. Exactly. This is all a cycle, and at some point you will end up in this sort of dictatorship, and the dictators always fight against minorities or against some ethnic or against some people having a different opinion, and they start saying, okay, then I take the nationality away of this, and I take this also this away. If it would be decentralized, this stuff about identity. Thanks a lot, Gabriela. And I like to interview you in the morning. You are so fit. So powerful. We take your energy and hopefully you stay with us for the moment. I don't see Saka, and maybe we have some minutes more to discuss. But I think thanks a lot. Thanks so much. And I think it would be interesting to maybe connect now Clémence Bouchard to these topics, and Christophe is with us too, and we come to you after that. Is this okay? But en français. Hein? Yeah, I prepared my presentation in French, so it's going to be easier to just say it in French. So, très bien. Et Gabriela, elle comprend français parfaitement. Ah, ok, super. J'avais peur que ce soit embêtant pour les autres. Je pouvais le faire en anglais, mais comme j'ai préparé en français. Non, tout va bien. Bonjour Clémence. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec Peut-être grand plaisir de t'avoir et de t'entendre sur peut-être les pour les questions de personnes. prison, donc. C'est ça, exactement. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc on est Prison Insider. Donc moi, je travaille chez Prison Insider depuis plusieurs années. Prison Insider, c'est une plateforme d'information sur les conditions de détention dans le monde. Donc on a un site internet qui est en anglais, en français, en espagnol, donc dans les trois langues aussi, et qui permet de documenter finalement les prisons dans le monde, les conditions de détention au regard des droits fondamentaux. On a plusieurs types de publications, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur notre site dans votre langue, voilà, dans laquelle vous êtes le plus confortable. Là aujourd'hui, donc je vais parler un petit peu comment est-ce que la prison finalement a évolué ces 25 dernières années et l'impact que tout ça a eu voilà, sur les prisons. C'est Déjà les pour... questions qu'on devait te poser, mais Ah, pardon, j'ai tout tout... va bien, tout va bien. Ben voilà, donc pour cette question, en fait, bon, il y a plusieurs grandes tendances que je vais un petit peu énumérer au fur et à mesure. L'idée, c'est pas non plus de faire une énorme liste et que ce soit très rébarbatif, donc c'est évidemment pas exhaustif, et puis on pourra aussi en reparler peut-être au moment de questions. Déjà, peut-être pour dire que ces 25 dernières années ont confirmé le fait que il y avait vraiment eu un héritage colonial finalement des modèles punitifs qui ont pu en fait partir notamment des pays qui ont colonisé, des puissances coloniales qui ont exporté des structures punitives de leur propre système judiciaire et qui les ont adaptées ensuite ou en tout cas transférées vers des États qu'ils ont colonisés. Là, pour le coup, ça fait bien plus longtemps que 25 ans, mais on en voit toujours les conséquences aujourd'hui. Je vais reparler aussi sur les personnes qui sont principalement ciblées par les politiques répressives et par l'incarcération, mais ça en fait partie aussi. Et notamment, ce qu'on peut voir, c'est encore une fois de la diffusion de certains modèles, notamment les modèles états-uniens de maxi-prison, les systèmes de haute sécurité qui ont été introduits aussi dans des pays plutôt du Sud et inspirés des modèles états-uniens, parfois européens aussi, et qui favorisent vraiment une gestion ultra sécuritaire des personnes détenues, notamment qui sont conçues voilà, pour les personnes qui sont considérées comme dangereuses, voilà, pour différentes raisons d'ailleurs, et qui vont reproduire des modèles technologiques assez poussés, enfin, sophistiqués, avec des caméras, des cellules d'isolement, des gestions très informatiques, biométriques, etc. Et qui parfois d'ailleurs ont été aussi financés ou en tout cas supportés par des organisations comme la Banque mondiale, le Fonds mondial international, etc. Donc c'est aussi dans la partie parfois des politiques de développement de certains pays où on va dire il y avait une part qui était réservée au modèle pénitentiaire et au développement de ces méga prisons qui, de manière générale, sont très peu respectueuses des droits humains. C'est un problème qu'on constate pour toutes sortes de prisons, mais voilà, d'autant plus pour ce genre de modèle très déshumanisant et avec des conditions de détention extrêmement difficiles, surtout du point de vue de l'isolement et de l'ultra-sécurité, on va dire. Ensuite, ce qu'on a pu remarquer, et ça, je pense que pour le coup, tout le monde est bien au courant, c'est l'augmentation générale du nombre de personnes détenues qui vraiment n'a fait que augmenter ces 25 dernières années, notamment en raison de l'élargissement du filet pénal, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de comportements qui sont criminalisés et qui sont passibles d'une peine de prison, notamment dû au fait des guerres contre la drogue qui sont menées dans différents pays. Pour le coup, ça, on le voit dans une grande majorité de pays. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment vu aussi des alternatives à la détention se développer. Le bracelet électronique, par exemple, en France, c'est très utilisé, mais aussi ailleurs, les travaux d'intérêt généraux, les peines de probation, voilà, toutes ces mesures-là, mais qui finalement viennent étendre le filet pénal et vont pas forcément permettre d'éviter la prison à certaines personnes. En fait, la plupart du temps, c'est plutôt des personnes qui ne seraient de toute façon pas allées en prison, qui vont se retrouver avec ces mesures alternatives, ce qui fait qu'on a juste plus de personnes judiciarisées et pas moins de personnes en prison, bien au contraire. Aussi, ce qui est quand même très intéressant et qu'il faut vraiment noter dans une perspective de genre, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont détenues et que leur augmentation va beaucoup plus vite que l'augmentation des hommes. Peut-être pour dire un chiffre, ce sera normalement le seul de ma présentation, mais c'est que entre 2000 pardon, et 2022, donc sur 22 ans, le nombre de femmes incarcérées augmente de 60%, alors que le nombre d'hommes incarcérés sur cette même période, c'est 22%. Donc voilà, 60% d'augmentation pour les femmes, 22% d'augmentation pour les hommes.
Donc, certes, elle reste globalement extrêmement majoritaire dans tous les systèmes pénitentiaires. Elle dépasse le pays, même dans les pays où on incarcère le plus de femmes, c'est jamais plus de 10% de la population carcérale totale. Donc, ça reste une grande minorité, mais néanmoins, leur nombre augmente énormément. Et notamment en Amérique latine, en Asie et en Océanie, où on a vu que voilà, l'augmentation pouvait être même plus forte. Et qu'est-ce qui occupe la première place en général sur le motif d'emprisonnement, notamment pour les femmes? C'est vraiment les infractions liées à la drogue. C'est le motif dans le monde d'emprisonnement d'une femme sur trois. Donc c'est vraiment énorme, énorme. Et dans certains pays, on avait vu d'Amérique latine et d'Asie, on a justement sorti un article lundi sur cette question, sur l'incarcération des femmes et la criminalisation des femmes. C'est la première cause d'incarcération à hauteur de 60 à 80% des femmes qui sont incarcérées sur ce motif-là. Donc voilà, ça c'est vraiment un impact direct, on va dire, des politiques très répressives contre la lutte contre la drogue. Ce qu'on voit aussi, notamment pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est une continuité de la criminalisation de la pauvreté et de la marginalisation qui va concerner un certain nombre de personnes, notamment, et en Europe aussi, hein, d'ailleurs, on criminalise encore, enfin de plus en plus certains délits mineurs, c'est-à-dire des délits qui n'étaient plus criminalisés dans le passé, qui reviennent, notamment la mendicité, le fait de dormir dans la rue. Et on va aussi criminaliser les solutions d'hébergement informel, comme le squat par exemple, où dans certains pays c'est devenu pour le coup vraiment prohibé et ça peut mener parfois à une peine de prison, notamment en cas de récidive. Et la même chose pour les personnes migrantes, notamment en Europe, où il y a eu vraiment un énorme tournant sécuritaire qui a opéré, on va dire. Et qu'est-ce que ça a eu pour Tu peux conséquence? nous donner un peu des chiffres sur ça aussi, ou c'est... Bah, moi, j'ai pas de chiffres personnellement, Ah, donc je ne pourrais pas donner de chiffres et je vais pas ok. voilà, Mais aller c'est quand là-dedans même avec des approximations. l'incarcération de personnes qui veulent voyager, donc qui se déplacent d'un pays à un autre, donc qui sont dans les droits de l'homme, qui sont Oui, absolument et qui donc n'ont pas de raison d'être incarcérés est énorme, je crois, non? oui, oui, tout à fait. Et puis en plus là-dedans, on compte pas non plus tous ceux qui sont, en tout cas pour nous, c'est pas notre sujet d'intérêt, mais qui sont dans des centres de rétention administrative, on va dire, et qui du coup ne rentrent pas dans la population forcément criminalisée au sens pénal du terme, mais qui pourtant sont dans des Ils sont conditions qui assez... sont vraiment les mêmes que ceux de la prison, avec des droits qui sont pas respectés non plus. Donc j'ai Hmm, pas de chiffres là-dessus, mais effectivement ça c'est hmm. ça c'est certain, et notamment aussi pour bah, à la fois la criminalisation accrue des personnes migrantes, mais aussi de leur soutien. C'est-à-dire qu'on a vu de plus en plus quand même, notamment là je parle pour l'Europe, mais aussi les délits de solidarité, les choses comme ça, qui viennent aussi cibler les personnes qui aident pour désencourager les personnes qui apporteraient un soutien. Donc voilà, donc ça c'est évident. Ce qu'on a pu voir aussi, et je refais le lien avec la colonisation, c'est que beaucoup d'infractions mineures qui sont apparues avec la colonisation et qui avaient été à la base mises en place par les puissances coloniales pour contrôler, on va dire, les populations, notamment les populations africaines, protéger leurs intérêts économiques, etc. On voit qu'elles sont restées parfois en fait, elles sont même restées souvent dans un grand nombre de codes pénals, même une fois qu'il y a eu l'indépendance, qu'un nouveau code pénal a été adopté, etc. Notamment tout ce qui est loi qui criminalise le vagabondage, le flânage, donc le fait de voilà, se déplacer, on va dire, sans objectif précis, la mendicité, encore une fois, le fait de dormir dehors, le fait de manger dehors en public, ou le fait d'être oisif, donc voilà, de n'avoir rien à faire, entre guillemets, de faire du désordre, etc. Tout ça, c'est vraiment des réglementations et des lois qui visent directement les parties les plus défavorisées, les plus marginalisées des populations. Et pour le coup, je pense que c'est important à dire, il y a vraiment toute une campagne qui a été mise en place et qui est partie à l'origine des pays d'Afrique anglophone, puis qui s'est étendue à toute l'Afrique, aussi maintenant aux Caraïbes, enfin des pays dans les Caraïbes, Asie aussi du Sud-Est, et puis normalement bientôt aussi l'Amérique latine, qui s'appelle la campagne pour décriminaliser la pauvreté et le statut, et un site internet aussi, et qui justement, enfin, l'objectif c'est qu'un peu tous les acteuristes qui se mobilisent sur cette question puissent parler d'une voix davantage commune, puissent profiter des campagnes de plaidoyer qui sont faites dans certains pays pour aussi les reprendre à leur compte. Donc voilà, parce que c'est vraiment des problématiques qu'on rencontre dans tellement de pays. Il y a vraiment des discours à avoir en commun, etc. Donc
c'est vraiment une initiative qui justement essaye de faire un petit peu bouger les choses. Et il y a eu vraiment déjà des avancées parce qu'il y a eu plusieurs cours suprême, cours constitutionnels, suivant comment on les appelle dans chaque pays, qui ont justement reconnu la non-constitutionnalité de certaines lois, notamment le fait de dormir dehors, le fait de mendier ou des choses comme ça, et qui ont permis déjà des avancées, en tout cas dans la loi. Après, il faut que dans la pratique, ça suive aussi. On sait que parfois c'est plus long. Mais en tout cas, ça a déjà permis ce type d'avancée. Et puis de voir aussi que d'autres pays avancent sur ces questions, ça permet aussi au niveau international d'amener un mouvement, on va dire, vers une décriminalisation de ces délits mineurs. Sachant que, par exemple, quand on prend l'exemple d'Haïti, qui est un pays enfin, voilà, qui est extrêmement marqué par le poids colonial, on va dire, de son histoire, les infractions mineures et contraventions représentent 25% des affaires traitées par la justice haïtienne. Ça, c'est un chiffre qu'avait montré le Centre de recherche et d'échange sur la sécurité et la justice, donc à Haïti. Et 25%, en fait, c'est énorme dans un système où il manque. Enfin, là, aujourd'hui, là, c'était un chiffre qui avait été déjà sorti, il me semble que c'était il y a 2 ans, donc dans un contexte qui n'était pas terrible, mais qui était pas non plus celui qu'on connaît aujourd'hui, mais qui montre le poids que ça a, quoi. 25%, c'est énorme, ou juste c'est des petites contraventions, des personnes qui n'ont rien à faire en prison, et qui, pour le coup, comme on peut le voir aussi en RDC, croupissent totalement en prison parce que leur dossier est perdu, les personnes ne savent même pas pourquoi elles sont là, il n'y a pas assez d'avocats ou d'avocates pour venir les aider, et parfois elles passent 5 ans en prison, elles sont même pas, elles savent pas pourquoi elles sont en prison, elles ont parfois jamais vu un magistrat ou un juge. Enfin, voilà, tous ces cas de détention préventive abusive, comme on peut les appeler, c'est très courant et c'est aussi un peu voilà, l'objectif de ce mouvement-là. Et ce qui est quand même apparaît dans les régimes fascistes un peu plus virulents, c'est l'incarcération politique. On en est où par rapport à ça? Ouais, alors ça, l'incarcération politique, ça rentre aussi justement dans l'objectif de cette campagne, parce que c'est aussi, enfin, la campagne s'intéresse principalement à la pauvreté, mais aussi au statut des personnes. Donc, ça veut dire aussi les personnes qui vont lutter et se battre pour l'évolution de certains droits, la reconnaissance de certains statuts. C'est notamment le cas des personnes LGBTQ+, les cas des peuples autochtones aussi qui vont se battre pour voilà, récupérer certains droits qu'ils ont perdus au moment de l'accaparation des terres. Euh, et on va avoir aussi tous les mouvements politiques pour plus de démocratie, par exemple. C'est un travail qui est beaucoup mené, par exemple, par une organisation qui s'appelle Tournons la page, qui a, il me semble, un siège en France, mais qui travaille surtout beaucoup dans des pays, notamment en Afrique. Et avec justement, en fait, on le voit, tournant où il y a effectivement en tout cas nous c'est ce qu'on voit, et pour le coup il y a pas j'ai de chiffres exacts là-dessus, mais plutôt ce qu'on peut observer c'est une réincarcération un peu sur ce motif-là. Notamment on le voit en Tunisie par exemple en ce moment avec de nouveau un tournant sécuritaire où de plus en plus de personnes qui s'expriment sur l'état de la démocratie, l'état du pays vont se faire emprisonner. Dans les pays d'intervention de Tournons la page, c'est un petit peu enfin, c'est la même chose. Il y a des pays dans lesquels les interventions sont difficiles aussi parce qu'il y a un vrai musellement de la société civile sur ces questions-là. Interdiction de manifestation aussi qui va de pair. Le fait aussi de turn off, on va dire, tous les réseaux sociaux à certains moments qui empêchent aussi toute mobilisation démocratique et qui va aussi pouvoir faire en sorte qu'il y ait des emprisonnements. On en a assez peu parlé aussi, mais c'est aussi le cas en ce moment en Israël, même pour des personnes qui vont se mobiliser et qui vont s'exprimer contre le régime ou contre les actes qui sont commis par l'armée israélienne et le gouvernement israélien, vont aussi pouvoir éventuellement se retrouver détenus, donc aussi une détention politique. Donc oui, oui, tout à fait. On voit un peu une recrudescence de ça et même sur des choses plus liées, par exemple, à la question écologique et à la transition écologique et aux changements environnementaux, puis au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mobilisent. On voit des peines, mais qui sont complètement disproportionnées, notamment en Angleterre. Il y a eu plusieurs très jeunes personnes, pour le coup, de moins de 25 ans, qui ont été condamnées à des peines de 2 3 ans de prison parce qu'ils avaient tagué des choses ou parce qu'ils avaient renversé de la peinture sur une peinture, enfin renversé de la soupe sur une peinture plutôt, ou qu'ils avaient bloqué une autoroute. Enfin, vraiment des choses qui ont été, d'ailleurs même par les Nations Unies, enfin en tout cas les Nations Unies se sont exprimées
pour dire qu'ils étaient quand même très inquiets de la tournure que ça prenait. Et là, je cite le cas de l'Angleterre, mais en France, on voit déjà un peu aussi cette dérive-là. Et dans tellement d'autres pays, c'est également le cas. Donc, effectivement, ça aussi. La France a été pointée sur ça, hein. Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Déjà, parce qu'il y a déjà eu même par rapport aux arrestations massives, aux gardes à vue, enfin voilà, toutes ces choses-là, il y a vraiment quelque chose. Et peut-être ça fait aussi la transition avec un point que je voulais aborder, c'est sur la question de l'évolution des droits humains. Parce que effectivement, ces 25 dernières années, quand même, on a vu un grand nombre d'organes se développer pour davantage protéger et garantir les droits humains dans des lieux de privation de liberté, donc pas que les prisons, mais vraiment de manière générale les lieux de privation de liberté, notamment le sous-comité de la prévention contre la torture au niveau des Nations Unies, le comité européen pour la prévention de la torture au niveau européen, aussi à l'échelle de chaque État des mécanismes nationaux de prévention de la torture. Et pour le coup, ces organes ont vraiment permis de dénoncer certaines situations, de promouvoir certains changements, certaines réformes, notamment en matière de gestion de la surpopulation carcérale, d'accès à la santé, d'accès à l'hygiène, et l'imposition aussi de certaines règles qui existent, notamment sur la question carcérale, les règles Nelson Mandela, et qui permettent aussi de favoriser un peu de transparence, en tout cas un petit peu plus, et de documenter les abus des États. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, très utile aussi pour les autres organisations de la société civile qui travaillent sur ces questions puis qui peuvent s'emparer de toute cette documentation pour appuyer leur plaidoyer, pour appuyer aussi leur stratégie juridique, leurs litiges, etc. Et en même temps, ce qu'on peut aussi voir, il y a une vraie critique par rapport à ça, que je trouve intéressant aussi d'amener là, c'est que parfois les organes de contrôle peuvent être critiqués pour le fait de se concentrer, on va dire, sur des petites améliorations qui sont très importantes, mais qui sont des petites améliorations qui parfois empêchent des critiques plus fondamentales du système et de l'utilité de la prison et du recours à l'incarcération de manière générale, même si évidemment tous les organes le répètent et ne font que le répéter, il faut diminuer le recours à l'incarcération, etc. Mais parfois, ce, on va dire, ce voile sur des droits humains peut venir aussi cacher d'autres choses, notamment même pour les États. Hein, c'est un peu un effet d'aubaine, on va dire, où ils vont utiliser les réformes, montrer qu'ils respectent mieux les droits humains, etc. Mais ils vont pas s'attaquer aux problèmes structurels de leur système, notamment le fait de surcriminaliser des comportements, le fait que dans tous les systèmes, il y a un racisme systémique qui fait que c'est certaines catégories de population qui vont se retrouver derrière les barreaux, pareil pour la pauvreté, etc., mais qui vont dire, oui, oui, aujourd'hui, tous les détenus ont une douche dans leur cellule, par exemple. Oui, mais en fait, on vient aussi questionner d'autres choses que juste ça, et qui peut aussi parfois rendre la prison plus acceptable, c'est-à-dire de dire qu'une prison qui serait conforme aux standards des droits humains va devenir ouais, acceptable aux yeux du grand public, notamment, alors, enfin, sans venir forcément plutôt questionner justement Le cette fait de... institution punitive, inégalitaire, qui génère beaucoup de souffrance, peu importe qu'elle respecte ou non les droits humains. Merci. Je crois qu'il faut que nous passions Je suis à désolée, j'ai Christophe. beaucoup parlé. Oui, mais non, mais C'est c'est super, c'est existentiel, extrêmement c'est très important. important et on pourrait reprendre à plusieurs la question du marché économique autour des constructions des prisons, Ah, tout à etc. fait. Et il y a des thèmes, malheureusement, on peut pas aborder. On verra, parce que pour l'instant, je vois pas Zaka. Peut-être on a encore quelques minutes après, mais on passe vers Christophe qui s'occupe, mais on très proche de Prison Insider. Et Christophe qui prend peut-être même la question des activistes autour des questions d'écologie et qui, voilà. Non, mais la question, je pense même de la prison de ceux qui sont dans les ZAD et qui luttent pour des droits fondamentaux. Euh, Christophe, bonjour et à toi de jouer. Oui, bonjour. Oui, effectivement, Alors, On on t'entend t'entend pas très très mal. bien. Ton allô? son, oui, Vous m'entendez pas? ça va. Ça va Allô? plus ou moins. Oui, 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 ça va plus ou moins. ça va plus ou moins, d'accord. Alors, Ouais. je sais pas d'où vient le problème. Non, non, mais je crois qu'il faut juste que tu parles un peu fort. D'accord. Euh, donc, effectivement, le lien
avec ce que vient de raconter Clémence est assez évident, puisque je vais parler moi plutôt de mouvements socio-écologiques. Euh, le- le- non, non, ça reste un peu. Ah, Je ne sais pas d'où ça vient. c'est-à-dire dès que tu t'approches, ça va, et dès que Ah tu ouais. t'éloignes, c'est peut-être le micro qui est. Alors, est-ce que si je me mets très près comme ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux comme ça, hein. Oui. Ok. Donc, oui, le lien est assez évident avec ce que vient de raconter Clément. Moi, je parle plutôt Voilà. Malheureusement, Alors, là, ça devient. Sinon, Ou avec des écouteurs ou un casque, peut-être ça. ouais, si tu les as, peut-être. On fait peut-être une rapide question à Gabriella et Clémence. Si Gabriella est encore là, je ne sais pas. Peut-être que c'est. Oui. Très bien. Voilà, je pense même, j'ai vu, Gabriella, tu as aussi écrit un commentaire. Peut-être tu aimerais lier vos deux luttes. Oui, c'est très intéressant parce que ça fait 2, 3 semaines, on a fait, c'était le 28 octobre, on a fait une action, on est allé à UNICEF parce que des enfants ont été emprisonnés au Venezuela après le 28 juillet, quand les émeutes elles ont commencé au Venezuela parce que le régime a décidé de frauder les élections. Tous ces enfants ont été mis en prison et la charge, la cause, c'est terrorisme d'État. Et ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est hallucinant. Et évidemment, ils laissent pas, c'est une dictature, non? Il n'y a pas d'état de droit. Donc, on peut pas amener des avocats privés. Foro Penal, qui est celui qui s'occupe, c'est une fondation qui s'occupe de la défense ouais, des droits de l'homme au Venezuela. Ils peuvent pas accéder aux enfants. Les mères, elles dorment dans la rue. Elles sont venues de partout au Venezuela à une prison qui est horrible. En plus, ils ont mélangé ces enfants avec Les les criminels. criminels. Et au fait, au Venezuela, la première chose qui arrive quand on va dans une prison, c'est le viol. Donc, Voilà. et il y a des filles, des garçons, tout, c'est terrible. Clémence, tu veux faire un petit commentaire encore sur ces éléments-là, l'incarcération des enfants? Et la droit des prisonniers dans la prison. Oui, sur l'incarcération des enfants, ça c'est quelque chose qu'on étudie, mais alors à la à marge, entre guillemets, ça dépend des États, parce que pour certains États, ça rentre vraiment dans la prison-prison. Pour d'autres États, c'est vraiment totalement séparé du système pénitentiaire. Donc voilà, suivant les États, c'est pas tout à fait le même type d'études qu'on va pouvoir mener. Par contre, oui, bah, c'est un petit peu terrible ce que vous disiez, Gabriella. Enfin, vraiment, c'est vrai on a très peu vu ça, donc je vais me renseigner aussi pour qu'on puisse voir ce qui est aussi possible de regarder, de documenter aussi sur cette question. Bon, non, j'ai pas grand-chose à ajouter sur la question des mineurs. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux dire, ça prendrait beaucoup de temps, puis voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais si ça intéresse, on a sur notre site internet un petit tableau de comparaison justement qui permet de sélectionner tous les pays qui nous intéressent et puis de sélectionner une catégorie, notamment enfants. Enfin, je crois que ça doit être écrit mineur sur le tableau et de pouvoir justement voir un peu quelles sont les conditions de détention. Dans un certain nombre de pays, on n'a pas pour tous les pays des enfants voilà, dans les pays d'intérêt.
Donc, Je crois qu'en effet, c'est très important pour les différentes organisations de donner ces informations à Prison Insider qui ensuite les diffusent et complètement. voilà. Et l'alliance, et donc quand on est dans cette question de lutte globale, mondiale, cette alliance de ceux qui sont privés des droits pour lutter ensemble, et je pense cette lutte comparative que vous faites est basée aussi sur être nourri par les activistes locaux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais Et d'ailleurs, cette fois, il faut vraiment qu'on donne la parole à oui, Christophe, oui, oui, sinon oui. il ne Je vais, suffira pas. je vais mettre des liens. On fait Merci. 24 heures sur ça. Alors, Christophe, est-ce que ça marche mieux comme ça? C'est parfait. impeccable. Ah, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Effectivement, je disais le lien avec ce que disait Clémence est assez évident, puisque je vais parler moi plutôt des mouvements sociaux écologiques, et que l'un des aspects récents dans les évolutions, c'est effectivement la criminalisation de toutes les actions, tout l'activisme écologique, et ça, pas seulement en France, mais de manière mondiale. Alors, euh, sur la question initiale, hein, en gros, qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans dans la globalisation sur la question des mouvements sociaux? Pour moi, à l'évidence, la grande nouveauté, c'est l'émergence des mouvements sociaux écologiques. C'est vraiment ce qui est absolument déterminant. Euh, et on voit que de manière vraiment globale, pour le coup, ces différents mouvements ont émergé comme ça, chacun avec leur registre, chacun avec leur mode d'action, on va dire. Hein, ça peut aller des manifestations de Youth for Climate aux déclarations de Greta Thunberg, au sabotage de l'Extinction Rébellion, de dernières rénovations, des soulèvements de la terre, etc. Donc, une palette extrêmement variée, des acteurs extrêmement variés, au sud comme au nord, et qui chacun, avec leurs moyens d'action, d'une certaine manière, euh, se retrouvent derrière une revendication globale commune qui pourrait être en quelque sorte de chercher à conserver l'habitabilité de la Terre, ce qui est quand même une Donc revendication. on est bien dans une sorte de, contrairement, quoi, pas contrairement, mais peut-être plus particulièrement dans ce thème-là, peut se dire c'est presque existentiel. Complètement, Ouais. complètement. Et alors, ce mouvement-là, cette partie en tout cas du mouvement social global, qui est la partie de l'écologie politique, a quand même quelques particularités. La première est que il n'émane pas des populations les plus démunies, ce qui est déjà en soi une difficulté, en tout cas pour la sociologie, pour s'en saisir. Il n'émane pas de populations les plus démunies parce que ça n'est pas la difficulté, la misère quotidienne qui nourrissent ces arguments, mais plutôt quelque chose qui reste à venir, donc quelque chose qui semble pour l'instant n'exister qu'en pensée. Et du coup, bah, se mobiliser pour quelque chose comme ça qui n'appartient qu'à la pensée, quelque part, on voit bien que ça suppose que les problèmes quotidiens immédiats sont en quelque sorte réglés. Ce qui pose quand même un vrai problème à la sociologie, parce que jusque-là, ça semble assez difficile d'arriver à articuler euh, le, le- la rage, les raisons qui nourrissent ces mouvements-là, c'est-à-dire que d'un côté, la rage qui alimente tous les mouvements sociaux, entre guillemets, classiques, qui parlent des difficultés de la fin du mois, et
une autre rage, mais qui est aussi une rage, à mes yeux, qui alimente ces mouvements d'écologie politique qui, eux, parlent de la fin du monde. Donc, il y a une difficulté d'analyse pour la sociologie de ce côté-là. Et on sent bien que même parfois, pour les uns, c'est l'ennemi de l'autre. Hein. Oui, totalement, totalement. Ouais. C'est ce qui est un gros problème. Ouais. Et justement, je pense qu'il y a là-dessus pas mal de malentendus ou de choses qui ne sont pas forcément euh, vues correctement, et notamment parce qu'à mes yeux, en fait, ces deux types de mouvements, dans les deux, il y a bien effectivement une source extrêmement profonde qui est du côté justement de la rage et du courage, euh, dont la source est finalement exactement la même et qui n'est pas d'un côté sauver les papillons et de l'autre avoir à manger, mais des deux côtés qui est en fait nourri profondément par la conscience de la destruction des relations humaines. C'est-à-dire que ce que Ivan Illich a identifié depuis longtemps en disant la modernité, c'est la guerre à la subsistance, c'est-à-dire pas simplement au modèle d'autonomie, au modèle qui concerne la vie matérielle, etc. Mais la subsistance, elle est aussi psychique, elle est aussi poétique, spirituelle. Et la modernité, c'est réellement la guerre à cette partie-là des relations humaines. Donc, dans une logique d'économisation ou d'économicisation de l'ensemble des relations, en fait, une espèce d'extension de la logique économique à l'ensemble des relations humaines, y compris dans les sphères les plus intimes. Hein, c'est donc euh, cette destruction de cette part des relations qui est du côté de la gratuité, hein, du côté donc de la grâce, en fait, qui finalement nous fait vivre. Hein. C'est ce que Orwell nommait la décence commune, d'une certaine manière, qui est la cible directe de la modernité, et ça depuis 5 siècles. Hein. Ça fait partie de l'intention même du mouvement. Et en fait, si on regarde depuis du 16e au 19e siècle, on va dire que cette attaque, hein, sur la part poétique et spirituelle des relations humaines dans les sociétés, eh ben, se manifeste évidemment le plus frontalement dans l'esclavage et la colonisation, hein, où toute cette part-là de la société est complètement défaite. Au 19e et au 20e, on voit très bien que l'industrialisation de l'Europe et de toutes ces colonies nord-américaines produit exactement le même effet, hein, sur les populations ouvrières, agricoles, etc. Et que là aussi, derrière des revendications qui ont l'air plus matérielles sur les conditions de travail, c'est un peu la même chose que ce que disait Clémence à propos du travail sur certaines conditions dans les prisons où on peut travailler sur certains aspects un petit peu précis pour améliorer les choses. Là, en fait, euh, derrière des revendications de salaire, de conditions de travail, etc., finalement, c'est bien la conscience que les relations humaines dans ces classes sociales-là sont attaquées, défaites, et que la capacité d'habitation poétique de la Terre, qui est ce qui nous habite fondamentalement, est détruite en fait par le système économique. Et Donc aujourd'hui, ça provoque peut-être une plus grande internationalité au niveau écologique qu'au niveau social aujourd'hui. Hein. oui, sans doute. Sans doute. Et aujourd'hui, on voit très bien que cette question de ce qu'on peut appeler le mouvement social écologique, effectivement, à mes yeux en tout cas, n'est que la prolongation, l'extension, en quelque sorte, de ces sentiments-là, sauf qu'ils ne sont pas ressentis par les plus démunis, ni les esclaves, ni les colonisés, ni
les classes prolétaires, etc. Mais aujourd'hui, ce sentiment provient du cœur de la domination, ce qui le rend un peu plus compliqué à comprendre et à décrire. Mais ce que ces mouvements-là aujourd'hui ressentent au regard des ravages qui sont maintenant étendus à la nature et à sa capacité même de renouvellement, hein, donc à la vitalité même, il y a une espèce d'extension du domaine de la lutte, en fait, hein, de ce point de vue-là, on peut dire, mais dont le sujet reste toujours le même. Et il faut, à mon avis, bien avoir en tête que ce que défendent d'une certaine manière ces mouvements écologistes, ce n'est pas d'abord les ours, ce n'est pas d'abord les tritons crêtés, etc. Mais encore une fois, là aussi, à travers ces revendications, ces mouvements, ces luttes locales, à chaque fois, euh, la source de la rage et du courage qui nourrissent et qui mettent en mouvement ces gens-là, c'est tout d'un coup la conscience que la qualité des relations humaines est attaquée et que la capacité même d'habiter poétiquement la terre est attaquée et que la capacité du coup de main entre voisins, hein, donc de cette vie gratuite, de cette part, en tout cas informelle, qui fait euh, exister sur le plan matériel et sur le plan psychique les sociétés humaines, et que cette part-là est attaquée. Et aujourd'hui, elle l'est extrêmement violemment. Et d'une certaine manière, je pense que ce que ce mouvement écologique est en train de mettre à jour, c'est que, quand je dis ça vient du cœur de la domination, c'est aussi qu'on est en train de comprendre que, d'une certaine manière, on ne peut pas faire mordre la poussière à quelqu'un sans mettre soi-même le genou à terre. C'est-à-dire que ce mouvement des sociétés européennes modernes qui ont fait mordre la poussière à tant de sociétés, en fait, aujourd'hui, du point de vue relationnel, c'est le cœur même des sociétés modernes industrielles, de cet Occident colonial qui est en fait détruit du point de vue de la spiritualité, de la capacité relationnelle, et que nous sommes en train de faire l'expérience dans ce Nord global d'une vie dans des sociétés qui sont finalement entièrement dédiées à ce qu'on peut appeler l'administration de la mort ou autrement, toute l'organisation de la société est dédiée à la productivité économique. Et donc, c'est maintenant du cœur de ces sociétés-là que ce sentiment d'une incapacité, d'une impossibilité, d'une interdiction d'habiter poétiquement la terre est ressenti. Et donc, je pense que cette revendication-là, d'une certaine manière, elle est absolument dans la continuité des mouvements sociaux plus classiques dans la sociologie, c'est saisi, que ce soit l'esclavage, la colonisation, les mouvements ouvriers, agricoles, etc. Là où, en effet, moi je pense que au niveau écologique, cette perception du global et de la planète et des dangers de l'évolution du capitalisme est relativement claire et fonctionne dans cette solidarité internationale. C'est vrai que si on reprend un peu le propos, par exemple, de Naomi Klein sur les fabricants, la fabrication de nos produits dans d'autres des pays sur des bases d'extrême exploitation, là, on ne sent pas encore cette solidarité internationale, ou pas suffisamment, je dirais, où elle a peut-être même faibli dans ces dernières années, alors que le phénomène de la globalisation reste totalement réel. C'est-à-dire le nombre de produits fabriqués ailleurs sous des conditions inhumaines sont extrêmes. Le capitalisme devrait là être fauté très fortement, et il ne l'est que modérément. Je crois qu'il y a une sorte de baisse. C'est clair, c'est clair. Ouais. Oui, c'est très clair. Mais encore une fois,
Mon sentiment, c'est que ce mouvement écologiste, qui encore une fois n'émane pas des populations les plus démunies, est en train de comprendre ou de sentir que, en fait, c'est tout l'Occident colonial qui s'est lui-même dévitalisé par ce mouvement euh, de comment le qualifier, de ce mouvement qui a organisé l'ensemble des relations de manière utilitaire. Hein. C'est-à-dire que euh, nous n'aimons plus la Terre, nous n'aimons plus tout ce que produit la Terre, nous n'aimons plus grand-chose parce que tout est structuré autour de l'utilisation de, de toutes les relations. Et il y a juste une deuxième chose décisive dans ces mouvements sociaux écologiques, c'est qu'ils émergent depuis 25 ans très fortement, massivement, mais que leurs revendications n'ont absolument aucune chance d'aboutir. Aujourd'hui, il faut voir que tout ça émerge dans un monde dans lequel on est aussi en train de comprendre que tous les désastres climatiques, etc., sociaux annoncés vont aller à leur terme. C'est-à-dire que l'horizon d'un mouvement social global est, à mon avis, totalement éteint. Il a absolument disparu et que ça génère des structures, des organisations beaucoup plus micropolitiques, beaucoup plus diffuses, beaucoup plus souterraines, etc. Mais que c'est quand même un élément absolument déterminant de ces 25 dernières années, c'est-à-dire que la machine techno-économico-politique est telle, une telle complexité, elle est en roue libre, et aujourd'hui, plus personne n'a les moyens d'arrêter cette affaire, ce qui fait que on ne peut plus miser sur une quelconque prise de conscience qui arriverait à changer le monde sur la question écologique. Non, tout ça va aller à son terme et on est en train petit à petit de s'en rendre compte et ça va aller très vite. Donc c'est quand même une information qui change vraiment la donne. Merci beaucoup, Christophe, pour ces nouvelles réjouissantes. Non, pour cette information qu'il est important de percevoir malgré tout, malgré sans vouloir non plus exprimer trop la catastrophe parce qu'il faut agir et non pas uniquement se lamenter. Donc voilà, on est dans cet écart-là permanent entre voilà, manifester, savoir que la manifestation mène à rien et même devient de plus en plus impopulaire. Et c'est ça qui est c'est une manifestation dans la justesse, totalement juste et qui pourtant est considérée comme impopulaire et par les médias de toute façon, la majorité des médias, hein, il y a des exceptions, mais la majorité des médias et malheureusement aussi par la population. On a entendu Edwy Playel, par exemple, et Sylvie Glissant sur cette résister à la discours apocalyptique qui détruit l'activité, mais pas en couvrant l'apocalypse qui est là, mais en la confrontant, mais en se mettre en action. Mais pour ça, il faut l'intersectionnalité des luttes aussi et les solidarités entre les luttes, parce qu'une lutte écologique ne peut pas se faire sans une réflexion sur les questions sociales, économiques, parce que malheureusement, même les luttes écologiques, parfois, il devient exclusif. Il y a une appropriation de ces discours aussi parfois et pour ça cette lutte aussi d'une écologie populaire décoloniale devient autant important et je pense c'est exactement la même lutte, hein. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que la source et c'est la même rage et le même courage. C'est une seule lutte et le tableau apocalyptique, il ne doit pas décourager, il est
effectivement, bien sûr, désespérant, hein, gravement désespérant, mais il dit surtout qu'aujourd'hui, la créativité, la résistance, etc., dans laquelle on va entrer de manière longue, et non pas simplement pour renverser une quelconque situation, mais que cette créativité, cette Pour résistance réparer peut-être aussi, hein. doit s'inscrire maintenant dans un mode de vie constant et qu'elle est du côté micropolitique. Ça ne Ouais. veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, mais qu'il faut expliquer à tous les décideurs économiques et politiques que nous n'attendons plus rien de zéro. Voilà. Merci Christophe. Et on a donc fini cette heure de 7 à 8 et on vous on s'excuse, on vous remercie, on s'excuse de vous avoir réveillé si tôt. Et nous allons passer à l'évolution des langues dans un monde global, donc un thème un peu différent. Et on vous souhaite une bonne journée. À vous Merci aussi. beaucoup. Bon Merci. courage Merci pour le beaucoup. marathon. Merci. Bye bye.